super. Merci Zoé pour cette belle introduction. Alors, effectivement, je m'intéresse énormément à la gestion du stress, qui est un sujet d'actualité et qui l'est de plus en plus, malheureusement, puisque les chiffres de la santé publique sont de plus en plus inquiétants. Et aujourd'hui, donc, on s'intéresse au rôle du manager, en sachant que je vais commencer déjà un peu par définir le périmètre. De quel manager on va parler? Il y a tout type de manager, hein. Donc, ici, on va s'intéresser aux profils qui sont au moins concernés par de la gestion de projet, donc qui ont des missions transverses et qui sont également concernés par de la gestion d'équipe, qui vont être du coup assez impliqués dans la gestion de personnes. Et finalement, dans toutes ces questions-là, il va y avoir deux variables qui reviennent tout le temps, l'organisation et l'humain, qui sont finalement 2 critères assez importants, qui peuvent être, des facteurs de stress importants quand ils sont mal gérés. On va dire ça de cette manière-là pour, grossir le trait et puis, on va petit à petit diguer un petit peu, au fil de la présentation pour clarifier ce que j'entends par là. Pourquoi est-ce que le manager est un profil à risque quand on parle de psychosocial, quand on parle de stress, quand on parle de prévention du burn-out? En fait, c'est vrai que souvent, il est un peu bouc émissaire, hein. On entend un peu les risques psychosociaux au niveau du collaborateur et finalement, on en met beaucoup sur le dos du manager en oubliant parfois que, le manager lui aussi, il est stressé et le manager lui aussi, il peut être, tout à fait, victime du burn-out et il fait même partie des profils les plus à risque en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire et c'est assez logique quand on regarde sa situation de près, parce qu'il a des contraintes contextuelles qui sont quand même assez importantes. La première étant qu'il a une image à conserver. Les managers, c'est ceux sur qui on doit pouvoir se reposer. Donc, ils ont besoin de rester forts en toutes circonstances. C'est rien que ça déjà, ça met beaucoup de pression sur les épaules. Parce que, il n'est pas question de montrer sa vulnérabilité, il n'est pas question, de craquer. Donc ça demande énormément d'énergie. Le niveau de responsabilité est également, plus élevé s'il y a des, dirigeants parmi nous. Alors j'ai pas trop cerné un petit peu le type de profil qu'on a. Mais finalement, bon, le manager, il a moins de responsabilités que le dirigeant, certes, moins d'enjeux, sauf qu'il est au plus près du terrain. Donc, il est au plus près des ennuis aussi. Ce qui veut dire que, en fait, le niveau de sa responsabilité est quand même malgré tout assez élevé. Ça rajoute une couche de stress. La charge de travail est extrêmement importante par rapport à certains niveaux, dans la hiérarchie qui peuvent être, un petit peu plus bas. C'est pas du tout un jugement de valeur, hein, c'est juste que voilà, ça se ressent aussi sur le salaire évidemment, mais c'est un fait, la charge de travail chez le manager peut du coup être, vraiment importante. Ça également rajoute une couche de stress. À cela, on va ajouter la nature même du travail. On est sur des tâches qui sont très, différentes les unes des autres. On a un besoin de s'adapter en permanence. On passe d'un sujet à un autre qui sont parfois complètement sans rapport. Il faut être flexible, il faut être polyvalent, il faut être sur tous les fronts. Donc c'est une grosse fatigue physique et aussi émotionnelle et intellectuelle et en fin de journée, le manager, il se peut qu'il soit complètement essoré. Ouais, c'est un vrai couteau suisse, quoi. Voilà, exactement. Tout ça, voilà, toutes ces contraintes textuelles, déjà, on les a posées, ça génère énormément de fatigue, il faut le savoir, il faut le garder à l'esprit. Je me Ensuite permets juste de t'interrompre 2 minutes, puisqu'on a une question de Cyril. Peut-être effectivement, est-ce que tu pourrais redéfinir finalement cette notion de risques psychosociaux pour que tout le monde parte de la même base? Qu'est-ce qu'on entend par risques psychosociaux? alors le risque psychosocial, ici, on va s'intéresser essentiellement au stress, à tout ce qui va être, risque de burn-out, donc l'absentéisme qui va y être lié. Voilà, donc le stress et tous les risques liés au stress. Il y a sachant que ça peut être, de comment dire? Excusez-moi, je vais y arriver. Je vais y arriver, j'ai 42 fièvre hein, au passage, excusez-moi. Donc je déroule comme je peux. Le risque psychosocial, ici, on s'intéresse essentiellement au stress et à tous les risques qui vont être engendrés par le stress, en sachant qu'il peut y avoir toutes les maladies liées au stress, donc toutes les pathologies physiques, tout ce qui va être absentéisme lié à la surcharge de travail, donc les personnes qui vont se mettre en arrêt maladie tous les 6 mois parce qu'elles n'en peuvent plus, le burn-out étant l'aboutissement de tout ça, qui est extrêmement grave.
Et un risque psychosocial, il peut y avoir, évidemment donc tous les risques liés au mauvais rapport de travail, le harcèlement au travail, en étant un, évidemment. Mais ici, aujourd'hui en tout cas, on va vraiment se concentrer sur la gestion du stress, la prévention du burn-out. Voilà, pour bien définir le périmètre de l'intervention d'aujourd'hui, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin, mais on a 1 heure, donc voilà, il faut Ouais, définir les contours. super, merci beaucoup. OK, donc on a posé les contraintes contextuelles, du manager, ça c'est vraiment lié, à ce qu'il vit au quotidien. Maintenant, il faut garder à l'esprit aussi que le manager, c'est un profil. Enfin, évidemment, il y a diversité, hein, il y a pas un manager type, il y a toutes sortes de managers. Par contre, il est évident qu'on constate des récurrences dans ce qui pousse certaines personnes à vouloir devenir manager, ce qui les amène là. Et souvent, on est sur des caractéristiques intrinsèques, qui font qu'on a des personnes, qui vont avoir tendance elles-mêmes à se qualifier de nature stressée. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est des personnes perfectionnistes qui vont être très impliquées, soucieuses de bien faire. Chez le manager, on a un besoin de reconnaissance qui est très souvent beaucoup plus fort que la moyenne, pas nécessairement tout le temps, hein, on parle vraiment, mais c'est souvent. Besoin d'accomplissement, c'est des profils qui sont passionnés par leur travail et des personnes qui peuvent avoir tendance à se déconnecter de leurs propres besoins au profit de ceux des autres. Alors, fait intéressant également, souvent, les personnes les plus à risque, sont aussi ceux qu'on va qualifier de machines de guerre, hein. C'est-à-dire, c'est ceux qui, en apparence, ont l'air les plus solides et eux-mêmes se convainquent de ce profil solide de machine de guerre, ce qui leur fait complètement oublier leur propre vulnérabilité et qui peut conduire à un déni de stress très important jusqu'à l'épuisement. Voilà, donc ça, tout ça, c'est déjà des points de vigilance aussi, sur le profil du manager en lui-même. Et d'autres, alors là, j'ai remis encore des contraintes contextuelles qui sont pas forcément liées à la nature du job, mais plutôt à la nature de sa position dans l'entreprise. Il va être au centre de la gestion des conflits. Le manager doit aussi gérer le stress des collaborateurs, ça fait partie de sa mission puisqu'il est censé les protéger aussi eux-mêmes. Donc, lui est garant en fait du stress de ses collaborateurs et ça augmente le risque du phénomène éponge, c'est-à-dire, à force de protéger les autres, on en prend vraiment beaucoup sur soi et on finit, ben, par être, un petit peu trop stressé par rapport à la moyenne, si on n'arrive pas à se préserver de tout ça. Voilà, le travail se fait souvent dans l'urgence et fait important qui, pour le coup, est aussi valable pour le dirigeant. Il y a une solitude, qui est très fréquente chez le manager, qui est vraiment liée à sa posture et à sa position dans l'entreprise. Ça évidemment, ça dépend du type de structure dans lequel on travaille, de la culture d'entreprise dans laquelle on travaille et de l'ambiance au travail. Mais ça peut arriver, que la simple position de manager isole beaucoup du reste de l'entreprise et rien que ça peut générer une grande souffrance. Donc pareil, élément à garder en tête également et sur lequel on pourra revenir éventuellement vers la suite, de la présentation. Je reviens là-dessus, du coup, voilà, brièvement, parce que je disais, il est au carrefour de tous les conflits. Juste qu'on se le remette, en fait, pour le situer un peu dans l'entreprise. Là, aucune entreprise ne se ressemble. Je vais vous donner un exemple de structure, mais effectivement, il multiplie tellement d'interactions entre les différents managers d'autres services, avec ses clients, avec ses collaborateurs, avec les collaborateurs d'autres services, avec son N+1, éventuellement son N+2, peut-être le directeur. En fait, il est quand même, c'est un point pivot, le manager. Et plus il y a d'interactions, potentiellement, plus il y a de risques de conflit. Je dirais pas plus il y a d'interactions, plus il y a de conflits, mais plus il y a de risques de conflit. Ça, c'est inévitable. Donc, il est plus exposé que beaucoup de personnes. Voilà, maintenant qu'on a posé vraiment le cadre et les raisons pour lesquelles il est important, il est même crucial de s'intéresser à la situation du manager et à vérifier régulièrement si les managers, ben, tout simplement sont contents de leur qualité de vie au travail, sont satisfaits de leur qualité de vie au travail et vivent leur vie professionnelle sereinement. La question, vraiment le cœur de la question aujourd'hui, c'est comment on diagnostique les risques psychosociaux pour les managers? Autrement dit, comment est-ce qu'on va, détecter des points d'alerte pour aller vérifier s'il y a stress, et si oui ou non, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la situation? Parce que bon, être stressé, c'est une chose, mais de là à s'en inquiéter à chaque fois qu'il y a stress, on n'irait pas jusque-là.
Là, le but, c'est vraiment de se demander si cette situation de stress induit un vrai risque, psychosocial pour la personne. Autrement dit, est-ce que cette personne est en train de mettre sa santé en danger? Est-ce qu'elle est en train, de mettre la santé de l'entreprise en danger? Parce que c'est aussi, en fait, une conséquence, alors c'est pas la première à laquelle on pense, mais souvent, quand on dit, la qualité de vie au travail, c'est un monde de bisounours. Non, non, c'est un facteur de performance de l'entreprise et un manager en mauvaise santé, un manager stressé, un manager qui manque de clarté d'esprit, peut mettre la santé de l'entreprise en péril. Ça, c'est clair et net et il y a qu'à voir le coût de l'absentéisme et le Mmh. coût du turnover, pour avoir, ça chiffré sous les yeux. Alors les phrases qui doivent vous alerter et ça peut être valable autant d'un point de vue RH, que du dirigeant de start-up qui a un niveau de proximité assez proche avec ses managers. Et ben, c'est des phrases que vous entendez peut-être tous les jours et puis vous y faites plus forcément attention. Alors, je me permets du coup de rappeler des évidences qui n'en sont pas. Quelqu'un qui dit en permanence: «Je suis désolé, j'ai pas le temps», ça n'est pas forcément normal. C'est, quelqu'un qui n'a jamais le temps, c'est quelqu'un qui est en situation de surmenage. Voilà. Le temps, normalement, on est censé pouvoir en trouver. Surtout si quelqu'un vous dit: «J'ai pas le temps, d'aller manger» et que ça se passe 3 fois en une semaine, à un Mmh. moment donné, il faut commencer à se poser la question. Je suis fatiguée, c'est pareil, s'il y a récurrence, c'est pas du tout anodin. À un moment, quelqu'un vous envoie peut-être un signal d'alarme et si vous l'ignorez trop ou si vous passez votre temps à dire: «Oh là là, c'est Calimero, elle est comme d'hab, elle fait que se plaindre elle ou il fait que se plaindre celui-là», vous êtes peut-être en train de passer à côté de quelque chose d'important qui devrait normalement vous alerter. À vous aussi d'aller poser les questions quand vous entendez récurrence de ces phrases. Donc j'en donne plusieurs, hein, mais je suis débordée, la belle variante «je suis sous l'eau» dans le monde de la start-up, que j'ai connu un peu, hein, mais c'est la mode en fait, hein, en fait, plus on est sous l'eau, plus on est dans la démonstration de performance, plus on montre qu'on est impliqué. Ça n'est pas bon signe. Ça n'est pas un signe de santé de l'entreprise que d'avoir un manager qui dit tout le temps qu'il est débordé. Je m'en sors pas, ils me rendent tous fous, en parlant des collaborateurs. Là, c'est qu'il y a un problème structurel ou c'est qu'il y a un problème d'organisation ou c'est qu'il y a un problème carrément de compétences managériales à régler avec la personne. Je ne suis pas aidée. Ça, c'est clairement un appel au secours, un appel de soutien. Non, franchement, je suis pas aidée. Je suis pas aidée, peu importe la personne dont on se plaint ici, un fournisseur, un N+1, un autre manager avec qui, ça se passerait pas bien, la direction. Il y a un appel au secours également. Je suis pas aidée, ça c'est une demande en direct de soutien. Je ne suis pas aidée. Je le ferai ce week-end. Bah non, là, vos salariés sont pas censés, bosser le week-end et je le ferai ce week-end, ça veut dire que je suis trop débordée, j'ai pas le temps de gérer. C'est pareil, c'est une perche tendue pour montrer que la personne n'a plus d'autre choix que de bosser le week-end et qu'elle a plus de temps de repos et qu'elle outrepasse complètement en fait sa séparation vie pro perso. Désolée, j'ai encore oublié, je m'arrête après Zoé, je te laisse, parler là-dessus. Désolée, j'ai encore oublié quelqu'un qui a, des pertes de mémoire fréquentes. C'est le début, d'un niveau de stress assez important et on progresse petit à petit vers l'épuisement et pareil, le manque de concentration, toutes les phrases qui relèvent du manque de concentration, ça se détecte et il faut commencer à en être alerté. Je t'écoute Zoé pour la question, vas-y. Alors moi, j'avais une première petite question. Par exemple, je prends le je le ferai ce week-end. Ouais, Je me demande comment il faut réagir face à un manager, par exemple, qui nous dit, donc bah, je ferai ça ce week-end, ou alors qui dit bah, je ferai ça ce soir, cette nuit, ouais. et que nous, on lui dit bah, non, en fait, tu ne dois pas travailler cette nuit, donc ce que je te propose, c'est qu'on le voit ensemble demain, etc. Mais la personne te dit non, non, mais moi, ça ne me dérange pas, j'ai vraiment envie de le faire cette nuit, etc. Est-ce que toi, tu penses que comment tu réagirais face à cette situation? Parce que souvent, en fait, c'est difficile aussi de dire à la personne non, c'est non, et de dire à la personne, en fait, on n'est pas derrière, on ne peut pas vérifier si elle va finalement travailler ou pas le week-end. Ouais, Comment, ouais. comment faire ce... Alors, il y a des fois, il faut être ferme. C'est vrai que, poser les limites, il y a des fois où, il faut le faire auprès des supérieurs et il y a des fois, il faut le faire auprès de soi-même. Beaucoup de personnes ont du mal à se fixer leurs propres limites et c'est des personnes qui se mettent du stress à eux toutes seules, hein, qui s'embarquent vraiment dans: «Oui, oui, je vais le faire ce week-end». Dans ces cas-là, quand vraiment,
la culture de l'entreprise est déjà posée sur le fait qu'on ne travaille pas le week-end, il y a déjà, et qu'on est déjà sur une culture plutôt saine. On peut être ferme avec la personne. Je le ferai ce week-end. Non, ça attendra. Moi, je conseille vraiment d'être ferme à ce niveau-là dès le début. Parce que si on laisse en fait un petit peu de lest à ce genre de truc, progressivement en fait on habitue la personne à ce que ce soit normal. Et normaliser le travail le week-end, c'est absolument pas normal en tout cas. Enfin ça n'a pas à être normal. On n'est pas payé pour bosser le week-end. On ouvre la porte surtout à toujours plus. Bosser plus tard le soir, bosser la nuit, bosser. En fait, il n'y a plus de limite. Donc effectivement, il faut savoir être ferme. Normalement, c'est aussi le rôle du RH, du dirigeant, peu importe, du N+1 en question, pour être ferme là-dessus. Non, ça attendra. Ça attendra. Pour aider la personne, après, on peut l'aider à relativiser l'urgence, parce que quelqu'un qui te dit je le ferai ce week-end, c'est que dans sa tête, ça ne peut pas attendre. Et donc voilà, être insistant sur le fait que ça n'est pas à ce niveau-là d'urgence. Hein. Enfin, vous n'êtes pas chirurgien cardio-thoracique. Hein. Donc non, ça peut attendre. Ça attendra lundi. Et c'est même pas ça peut attendre, il ne faut pas s'arrêter à ça peut attendre, c'est ça attendra. Point. Voilà. Et voilà. Et ferme. Super. Voilà, exactement. Alors là, ce que je dis s'applique vraiment quand on a un niveau de proximité suffisant où on peut relever ces phrases-là. Je ne sais pas exactement s'il y a des intervenants qui travaillent dans des grosses structures ici. Dans une grosse structure, vous ne pouvez pas tout suivre. Il est évident hein, que vous ne pouvez pas tout suivre. On ne peut pas relever tous les signaux d'alarme de plusieurs centaines de salariés. Il est ultra important de faire régulièrement des diagnostics RPS dans une grosse structure. Et pour ça, faire appel à un intervenant externe, c'est important. Parce que la personne, déjà, sera une personne extérieure de votre entreprise. Elle va pouvoir relever des choses que vous ne relèverez pas, parce que vous avez trop le nez dans votre entreprise. Elle va pouvoir vous accompagner, en fait, tout simplement. C'est pas du tout quelqu'un qui va être là pour juger et pour stigmatiser, faire des remontrances, mais c'est quelqu'un qui va travailler avec vous, main dans la main, élaborer des questionnaires, aller mettre en place plusieurs interviews auprès de petits groupes. Et c'est à partir de là que vous arriverez à sensibiliser les différents acteurs aux risques psychosociaux, au rôle de chacun à jouer dans l'entreprise par rapport à ça, pour petit à petit construire un tableau de bord clair avec des indicateurs de suivi et avoir une vraie politique de développement de la qualité de vie au travail que vous pourrez suivre tous les ans. En fait, ça, normalement, c'est une obligation légale, hein, d'ailleurs, de mettre à jour son document unique avec un plan, un suivi des actions. Normalement, ça fait vraiment partie des obligations légales de l'employeur de montrer qu'il veille sur la santé physique et mentale de ses salariés. Voilà. Et donc, quelques indicateurs. Tu me dis si tu en parles juste après, hein, mais si tu devais citer les indicateurs les plus importants à surveiller, justement, pour toi, quels indicateurs? L'absentéisme, c'est un indicateur très, très révélateur de mal-être d'une entreprise. Ce n'est pas le seul, hein, mais voilà. Après, sachant qu'on est passé sur un mode remote là, et que la pandémie, le travail hybride ont changé beaucoup la donne, il va y avoir des nouveaux indicateurs, en fait, où il va falloir interroger de plus en plus les salariés sur leur sentiment d'isolement, par exemple. Où là, on demande carrément aux salariés de noter leur sentiment d'isolement sur une échelle de 1 à 10. Ça fait partie des risques psychosociaux maintenant, de l'ère post-Covid, du travail hybride, du télétravail. Un salarié isolé, c'est un salarié qui potentiellement peut développer de nouveaux risques pour sa santé physique et mentale, enfin mentale surtout, hein, mais physique également. Donc voilà, il peut y avoir d'autres indicateurs encore. Hein, pareil, la satisfaction sur l'équilibre pro-perso, c'est un indicateur intéressant pour prendre le pouls sur la santé mentale de votre entreprise. J'ai envie de dire ça, en fait, de cette manière-là. Ça peut être pertinent formulé de cette manière-là. Alors, comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on aide? Comment est-ce qu'on accompagne en tant que RH ou dirigeant? Finalement, il y a 2 types de traitements, en fait. Et l'un ne va pas sans l'autre, finalement. L'aide individualisée, c'est-à-dire le moment où vous allez collecter un feedback individuel et le moment où vous allez en tirer des conclusions pour mettre en place des mesures de prévention à visée collective. Parce que il faut vraiment bien distinguer l'individu de l'organisation.
Ça c'est sûr. Donc ne jamais individualiser un problème et passer 100 ans sur un problème qui relève clairement du personnel. En revanche, l'organisation, elle est faite d'individus. Donc, on ne peut pas s'intéresser à l'organisation sans s'intéresser à l'individu. Et il y a un passage obligé pardon, sur ce temps d'échange qualitatif qu'on prend avec les gens. Comment ça se passe concrètement? Si vous êtes en face d'un manager ou voilà, pour une raison X, Y, vous avez identifié une souffrance. Par exemple, vous avez quand même relevé plein d'exemples des phrases que je vous ai précédemment citées, où vous avez entendu clairement de la part de plein de collaborateurs, franchement, un tel, il va pas bien en ce moment, ça se voit, vraiment, il est au bout, tu devrais lui parler. OK. C'est une situation qui est, délicate pour certaines personnes qui ne savent pas par quel bout prendre la situation. Alors, par où on commence? C'est déjà, surtout, on ne fait pas l'autruche et on va voir la personne. C'est-à-dire, on ne laisse pas on ne fait pas, on ne laisse pas cette situation sous silence, hein, c'est hors de question. On évite son isolement, donc on va le voir rapidement et on fait un premier point, donc voilà, assez informel, pour, pas sauter sur la personne non plus et ça fait partie de vos boulots là, d'aller prendre rendez-vous pour un entretien plus formel. Par formel, j'entends pas, costard cravate, on va faire, l'entretien annuel, hein, mais c'est-à-dire c'est l'ordre du jour du: «On parle de ta situation, voilà, j'aimerais savoir, si tout va bien pour toi en ce moment, voilà, qu'on fasse un point, pour, voir si tu gères bien, ta qualité de vie au travail, si, tu es satisfait, si, éventuellement, tu aurais, besoin d'aide de, ma part à moi, de la part d'autres personnes. En gros, j'aimerais savoir si tu as tous les éléments clés en main pour faire ton travail, comme tu aimerais. Voilà. On présente pas la situation en mode: «Je vais t'apprendre la vie, comment c'est possible que tu galères autant?» Il est hors des questions d'aller culpabiliser la personne, parce que, la personne est certainement coupable de rien. Donc on écoute les managers et on écoute ses difficultés et dans cet entretien, il faut vraiment le garder à l'esprit, on parle peu. C'est la base de l'écoute empathique, ça j'y reviendrai, mais si on pose des questions à quelqu'un, là le but, ça va vraiment pas être d'aller lui donner les conseils, c'est de prédiagnostiquer sa situation et d'aller essayer d'en savoir vraiment le plus possible sur la situation de cette personne. Parce que si elle en est là, c'est qu'il y a sûrement des dysfonctionnements dans son quotidien ou autour d'elle et des dysfonctionnements qu'on n'a pas identifiés jusque-là. Donc on est en partie responsable, hein, de cette, situation. Je ne dis pas qu'on est fautif, je dis qu'on est en partie responsable de cette situation. Donc on est responsable aussi du processus d'identification des dysfonctionnements. Et c'est ce premier questionnement, s'asseyant, prenant le temps avec la personne, qui va nous aider à commencer à identifier des trucs qu'on n'aurait probablement même pas soupçonnés. Ça peut être, des difficultés dans les process, ça peut être, un énorme problème relationnel dans le service dont on n'avait même pas connaissance. Ça peut être une grosse rivalité, par exemple, des personnes qui s'entendent pas du tout et du coup ça bloque complètement une situation de travail. Donc, on peut apprendre ça peut être une mine d'or d'informations, hein, ce genre d'entretien et c'est surtout très important. Après, selon le niveau de souffrance de la personne, il va falloir faire attention à ne pas outrepasser sa position. Garder à l'esprit que la médecine du travail, normalement, doit être au centre d'intervention des risques psychosociaux et si, vous voyez que vous êtes en face d'une personne qui est au bout enfin là, par exemple, si pendant cet entretien, la personne fond en larmes dans votre bureau, vous devez alerter la médecine du travail. Le médecin, enfin, on n'est pas médecin, hein, ni en tant que RH, ni en tant que dirigeant, sauf si vous êtes directeur d'hôpital, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait aujourd'hui. Impliquer la médecine du travail à ce stade, c'est vraiment très, très important. Et c'est vraiment l'ordre médecin qui le dit, hein, le médecin du travail, c'est le pivot de tout dispositif de prise en charge des risques psychosociaux. Donc j'insiste là-dessus. Si vraiment vous, vous sentez seul parce que vous voyez que, finalement vous avez mis le doigt sur quelque chose de bien plus grave que ce que vous pensez, je vous conseille aussi d'avoir recours à un intervenant en prévention des risques professionnels, ce qui est mon cas, hein, donc c'est mon type d'intervention. Voilà, ça peut être aussi un psychologue du travail. Il y a tout type d'intervenants d'ailleurs spécialisés dans la prévention des risques professionnels. À vous de voir ce que vous souhaitez prioriser. Est-ce que vous cherchez plutôt un médiateur pour aller gérer un problème de conflit important? Est-ce que le problème est plus général et si vous êtes face à tout un tas de dysfonctionnements différents, comme la surcharge de travail, comme les problèmes de droit à la déconnexion, comme, voilà, ça peut être énormément de choses. Pour les plus grosses structures, on peut aussi mettre en place une cellule d'écoute.
Et c'est pas forcément le premier truc que j'irais mettre, mais quand on a identifié qu'il y avait beaucoup de problèmes, ça peut être intéressant. Alors, oui, je rappelle, en fait, effectivement, l'écoute empathique, j'insiste là-dessus, parce que quand on est posé donc en face de cette personne, on va dire quoi? On se donne 1 heure pour parler à cette personne dont on a déjà identifié une souffrance ou prédiagnostiqué une souffrance. Il faut penser à vous, déjà, très important. L'empathie, ce n'est pas la compassion. Parce que vous allez être finalement aussi un petit peu dans la même position que celle du manager, dans le sens où que vous soyez RH ou dirigeant, vous êtes vous aussi au carrefour de tout un tas d'interactions. Vous devez vous aussi éponger le stress de beaucoup de personnes. Et si vous commencez à tomber dans des mécanismes de contagion émotionnelle, vous allez vous aussi couler. Or, vous ne pouvez pas couler. Et vous devez aussi accompagner ces personnes-là. Donc, empathie n'est pas compassion. L'empathie, ce n'est pas le partage ou ce n'est pas le fait de ressentir les émotions de la personne, c'est le fait de comprendre d'un point de vue cognitif ce qui peut amener cette personne à ressentir les choses de cette manière-là. Donc, il y a une distance dans l'empathie. Il y a à la fois une liaison et une distance. L'empathie, c'est pas non plus donner des conseils. C'est-à-dire à ce stade-là, ça peut même être ultra contre-productif d'arriver avec toute votre palette de conseils et de dire à cette personne, mais est-ce que tu as déjà essayé ça? Zoé, est-ce que tu peux couper ton micro quand tu me poses pas des questions? Parce Alors, qu'il y je a, vais te couper, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui... je sais pas, en fait, j'entends un bruit de talon derrière. Ouais, je vais... Hop, super, normalement tout le monde a coupé son micro. On Ok. est bon. Ah ben c'est bon, super. Donc l'empathie, c'est pas le conseil, effectivement. Moi, je déconseille là, pour le coup d'arriver avec votre palette de conseils, de dire à cette personne, oui, mais est-ce que tu as déjà essayé de faire ça? Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça? Est-ce que tu as déjà essayé... Vous n'êtes pas à la place de cette personne, vous ne vivez pas son quotidien. Et écoutez avant de parler. J'insiste vraiment là-dessus. Et l'écoute empathique, c'est très, très peu parler. C'est comme ça qu'on arrive à récolter des informations. C'est comme ça que la personne se sent entendue, surtout. Si vous arrivez avec tous vos conseils, cette personne risque de sortir de votre bureau en se disant, mais il n'a rien écouté. Il ou elle n'a absolument rien écouté et vous avez renforcé son sentiment de solitude alors même que vous pouviez être pavé de bonnes intentions. Pareil, on montre qu'on a une écoute active en communication non verbale. C'est pas parce qu'on parle peu qu'on regarde le plafond, qu'on est absent. Montrez que vous êtes là, en fait. Offrez juste une vraie qualité de présence. Et ce qu'on peut faire, effectivement, pour pas être complètement muet comme une carpe, c'est de résumer de temps en temps de résumer le discours de l'autre de temps en temps en reformulant, en demandant la confirmation qu'on a bien compris, parce que ça risque de vous paraître bête, mais il y a plein de fois où on pense avoir compris et finalement on est déjà dans l'interprétation à un certain moment du discours. Alors c'est très important, effectivement, d'essayer de reformuler, de résumer et de continuer à questionner pour inviter l'autre à en dire toujours davantage. On redemande des précisions et on s'assure d'avoir vraiment tout compris au maximum. Est-ce que jusque-là, il y a des questions, des besoins de clarification sur ces points-là, qui sont vraiment très importants? On est, je pense, à la partie la plus importante, en fait, hein, de l'intervention. Alors, il y a plusieurs petites questions. Alors, il y en a une qui concernait peut-être la partie juste avant de Susan sur l'accompagnement. Elle Mmh. demandait voilà, quand le problème il est plus structurel, à Mmh. quel professionnel faire appel? Alors, quand le problème, il est plus structurel, là, ça va vraiment dépendre de ta décision. Est-ce qu'il est acté que tu as envie de changer les problèmes qui sont structurels? Auquel cas, le professionnel à consulter va être un professionnel de la conduite du changement. Puisqu'on est vraiment du coup sur une transformation profonde de l'organisation. On est sur un changement, ce qu'on appelle un changement de type 2 en coaching. Celui qui va remettre en cause les fondations de l'entreprise et qui va bouleverser beaucoup de choses dans l'entreprise. Et quand l'accompagnement en transformation, conduite du changement, ça va être important. Autrement, tout dépend ce que tu entends par structurel, en fait. Structurel, ça peut être une vague de recrutement, on change la culture de l'entreprise, on est sur de la fusion-acquisition, on peut être sur beaucoup de choses différentes. Euh, Visiblement plus sur organisationnel, vous voulez dire. Organisationnel, ouais. Bah écoute, là pour le coup, ouais. Professionnel de la conduite du changement, j'aurais dit vraiment.
pour aller identifier déjà ce qui convient pas. Mais tu peux le faire en plusieurs étapes hein, après. Tu peux faire un diagnostic des risques psychosociaux en amont pour voir vraiment en fait ce qui génère du stress chez les gens dans l'organisation. Parce que ce qu'on peut identifier comme étant problématique ne l'est pas forcément. Enfin, on peut se planter en fait sur ce qu'on identifie de problématique quand on questionne vraiment les gens. Et passer le diagnostic de risques psychosociaux, donc qui est fait par un professionnel, là pour le coup, des risques professionnels, des risques psychosociaux. Passer ça, eh ben, tu peux mieux identifier le spécialiste dont tu vas avoir besoin, en fait. Donc, soit un intervenant, comme je disais tout à l'heure, soit un intervenant en gestion des conflits, soit quelqu'un en conduite du changement, soit quelqu'un en communication, soit un professionnel du management qui a besoin d'aller former les managers, où là, on est vraiment sur la compétence managériale pure, comme Maria School, hein, finalement. Donc, voilà, ça va vraiment dépendre de ce qui est identifié comme problématique. Hop Super. là. C'est exactement, exactement ce que j'ai répondu dans le chat aussi. Si jamais tu veux en parler, on pourra Ok, en super. discuter. Je regarderai tout à l'heure. Si je regarde le chat là, je vais me perdre Oui, non, complètement. non, pas de souci. Et moi, j'avais juste une question très rapidement sur la slide précédente, mais c'était plus sur l'aspect, finalement, là, on parle vraiment des soucis professionnels, on va dire. Donc, si la personne elle a un problème vis-à-vis de sa vie professionnelle, euh, Mhm. qu'est-ce que tu conseilles si en fait tu te rends compte qu'une personne de ton équipe a un souci qui ne relève pas de la vie professionnelle, mais qui relève de la vie personnelle? Quelle est la limite du rôle justement de l'entreprise, vu que là on sort du cadre vraiment professionnel? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, très bonne question, parce que pour le coup, il faut quand même bien garder à l'esprit que vous n'êtes pas le psy personnel d'aucun de vos salariés. Il faut faire gaffe justement à bien poser les limites pour ne pas outrepasser tout ça. La question à vous poser, c'est évidemment, les problèmes personnels ont des répercussions sur la vie professionnelle des gens. Ça, vous ne pouvez pas occulter ce facteur, c'est une réalité. La question à se poser, c'est jusqu'où vous pouvez aider cette personne au travail. Au travail. C'est-à-dire comment vous pouvez rendre la vie plus simple de cette personne au travail. Après, vous pouvez évidemment comment dire, la rediriger vers des pros. Là, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, hein, qu'envoyer la personne vers la médecine du travail va être essentiel. C'est si quelqu'un vous dit vraiment, c'est la cata, il peut y avoir tout qui s'enchaîne, hein, un divorce, un enfant malade, un décès dans la famille. À partir du moment où vous voyez que enfin, là, vous n'êtes plus compétent. Quand vraiment on arrive à ces domaines-là, vous n'êtes plus compétent pour gérer les problèmes personnels de la personne. C'est médecine du travail direct. Il faut que le médecin du travail redirige ensuite cette personne-là vers un professionnel. Ça peut être un psychologue du travail, ça peut être un psychologue tout court, ça peut être n'importe qui, même un psychiatre, en fait, selon le besoin de la personne, ça dépend vraiment. Vous, votre rôle, c'est que la personne puisse faire son travail du mieux qu'elle peut, mais vous ne pourrez pas régler ses problèmes perso, dans tous les cas. Donc, justement, ne pas outrepasser cette limite-là. Et puis, vous imaginez, si vous commencez à faire ça avec tous vos salariés, mais vous allez complètement couler, quoi. C'est juste pas possible. Émotionnellement, humainement, au niveau de l'énergie, il n'y a rien de tenable, en fait, à s'impliquer autant, même si on aimerait. Même si on aimerait. Et c'est très beau de vouloir le faire, hein. C'est pas une question d'intention, encore une fois. Gardez à l'esprit quand vous avez ce type d'entretien, que les besoins les plus en souffrance du manager, les besoins humains les plus en souffrance, c'est l'empathie, le soutien et la reconnaissance. C'est toujours, enfin, évidemment, ces besoins ne sont pas forcément en souffrance, mais quand il y a souffrance, les besoins qui ont le plus, comment dire, qui ont le plus besoin de nourriture, c'est vraiment ces trois-là. Donc, si déjà vous donnez un temps d'écoute empathique à cette personne, vous allez lui faire du bien. Vous allez au moins recharger une partie de son énergie. Si vous lui montrez que vous avez envie de lui apporter du soutien, que vous êtes impliqué, que son problème est important pour vous et qu'à votre hauteur, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'aider à faire son boulot, vous allez l'aider. Si à ce stade-là de l'entretien, vous, quand même, vous vous débrouillez pour faire un feedback positif sur tout ce que cette personne arrive à faire, en sachant que finalement, le manager, il passe sa vie à donner des feedbacks. On lui demande de donner des feedbacks tout le temps. Et quand on réfléchit vraiment à qui lui donne des feedbacks, il en reçoit pas beaucoup. Et en tout cas, pas tant que ça des positifs, parce qu'on lui réclame beaucoup de choses. C'est souvent le bureau des plaintes. Mais le feedback positif, finalement, souvent, n'est pas tant que ça là au rendez-vous.
Alors, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, n'hésitez pas à en profiter, et ben, pour nourrir le besoin de reconnaissance de cette personne qui est probablement très en souffrance à ce stade-là, possiblement. Je me permets de rebondir, puisque ça Ouais. c'est, peut-être un peu le parallèle aussi. Quelque chose de peut-être que certains d'entre vous connaissent, les 5 langages de l'amour et les 5 langages du coup de la reconnaissance. Nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, mettre en application, que ce soit, au sein de Maria Schools, ou même, à travers nos formations et l'accompagnement qu'on fait. En fait, moi, par exemple, quand j'ai été recrutée, ma manager m'avait demandé quel était mon langage de l'amour. Donc moi, je connaissais absolument pas. Donc, on parle de 5 langages, de la manière dont on aime recevoir du feedback, être reconnu. Donc, par exemple, on a les moments privilégiés qui vont être du coup de passer un moment en dehors du travail, boire un café, un moment un petit peu en deux, enfin, à deux, plutôt que voilà, d'être avec tout le monde. Il y a le feedback vraiment public, ouvert devant tout le monde, de dire bravo Zoé, super travail que tu as fait, mais vraiment devant toute l'équipe. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, en fonction des managers et des managers que vous avez, adapter son langage de la reconnaissance peut avoir un vrai impact, puisque quelqu'un qui est plutôt timide ne va pas forcément apprécier qu'on dise bravo devant tout le monde, elle va se sentir un peu gênée et va préférer des moments en one-to-one. Et ça, c'est un petit outil très simple, je vous mettrai le lien dans le chat, mais qui permet de briser la glace entre manager et managé et d'apporter encore plus justement cette dose d'empathie, de soutien et de reconnaissance au quotidien en fait. Et s'adapter au langage de la reconnaissance des personnes avec qui on travaille, c'est vraiment important et c'est facile à mettre en place. Donc, je le recommande. Ouais, super, merci beaucoup d'avoir mis ça en lumière parce qu'effectivement, très, très précieux pour renforcer la puissance d'un feedback, ça c'est sûr. Comment mettre toutes les chances de son côté? Donc là vraiment, si je dois résumer un petit peu ça. Les dangers d'une intervention en situation de souffrance, c'est ça on l'a dit, hein, en faire trop si vous sortez de votre périmètre, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent du domaine de la santé. Et que c'est indispensable de se protéger soi-même pour avoir une posture adéquate. Parce que, si vous donnez trop à une personne, vous n'aurez plus, de jus pour les autres. C'est une réalité. On peut penser qu'on a un réservoir inépuisable, ça n'est pas le cas. Ne vous surestimez pas, sinon, vous risquez d'être très surpris, du résultat. Nier la gravité de la situation, qui est, aussi un vrai problème, hein, c'est-à-dire, et ça, c'est assez fréquent malheureusement. C'est-à-dire quand on entend régulièrement toutes les phrases que j'ai dit en début de séance là, «Je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis sous l'eau» et en fait on s'habitue à ça. Et j'ai envie de dire, alors je sais qu'il y en a, certains, parmi nous, qui sont pas mal dans le milieu startup. En milieu startup, on s'habitue particulièrement à ça, en fait, à entendre: «Oh, «Je suis désolée, franchement, j'ai pas le temps, ah non, je suis débordée, je le ferai ce week-end». En fait, c'est, la flexibilité au travail, a apporté quand même, un flou dans les frontières entre où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on s'éclate, où est-ce qu'on est dans le pro, où est-ce qu'on est dans le et souvent, il peut y avoir négation pas du tout en ayant de mauvaises intentions, hein, je suis pas du tout en train de faire un procès d'intention à qui que ce soit, hein. Juste qu'il peut y avoir négation de stress ou négation d'une gravité de la situation parce qu'on est habitué à tout ça. Voilà. Alors, ah bah, il y a OK, il y a un titre qui a sauté, c'est pas grave. Comment on met toutes les chances de son côté pour, faire les choses correctement? Donc on s'assure de son propre bien-être au travail et ce qui est une condition vraiment essentielle à l'écoute empathique en face d'un salarié en souffrance. Gardez toujours cette image en tête, de la maman dans l'avion qui doit mettre son masque à oxygène sur elle avant de le mettre sur son enfant. C'est, vraiment la base. C'est pas de l'égoïsme, c'est un geste tout simplement de santé de votre entreprise. Vous êtes obligé de vous assurer de votre propre bien-être au travail pour pouvoir, gérer celui, de vos managers, de vos collaborateurs, par extension et de quiconque travaille pour vous. Être sensibilisé et conscient de l'importance du sujet évidemment, sans se laisser déborder affectivement, ce qui est très dur. Pas en train de dire que c'est facile, hein. C'est, il y a des personnes pour qui c'est plus inné que d'autres, mais se laisser déborder affectivement, ça peut effectivement, très vite arriver si on n'est pas capable de se fixer des barrières et c'est, sur ces sujets-là d'ailleurs que c'est intéressant de se faire accompagner sur sa posture de dirigeant.
ou de se faire tout simplement soutenir en tant que RH, parce que, je ne sais pas s'il y a des RH aussi parmi nous, hein, mais c'est vrai qu'on fait souvent aussi un procès d'intention aux RH qui sont très durs, mais les RH aussi ont un besoin de soutien, de reconnaissance et d'empathie en souffrance. Donc malheureusement, en fait, tout le profil que je vous présente aussi, ça peut être le vôtre, hein, et ça se répercute en cascade sur tout le monde dans l'entreprise. Donc voilà, peut-être qu'il y a un jeu de miroir assez intéressant à ce stade de la présentation, effectivement. Passer la main à un interlocuteur qui est en mesure de gérer la situation si ça vous affecte personnellement. Là, j'entends soit si vous êtes partie prenante d'un conflit, ce qui peut arriver, soit s'il y a carrément une situation de transfert qui fait que c'est trop à gérer pour vous. Si vous avez déjà vécu un burn-out dans votre vie et que vous êtes en face d'une personne qui vous fait remonter trop de choses, si vous avez déjà vécu un ESPT dans votre vie, un stress post-traumatique, et que vous êtes en face d'une personne qui est en train de gérer un stress post-traumatique, bref, si vous vous sentez émotionnellement ou intellectuellement incompétent pour gérer la situation, passez la main, il n'y a absolument pas de honte et il vaut mieux au contraire. Et évidemment, appuyez-vous sur un réseau de professionnels de la santé pour être correctement conseillé. Ça va de soi, mais je le redis parce que finalement, on ne le fait pas tous, finalement. Donc, je récapitule, on met la personne en confiance, on favorise l'expression au maximum, on incite à verbaliser de manière factuelle et précise, et on reste neutre tout en incitant à l'action. C'est-à-dire en sortant d'un entretien quand même, il faut que vous sortiez en vous disant: «OK, quelle va être ta prochaine petite étape à toi de ton côté, pour commencer à mieux gérer la situation?» Il ne faut pas sortir de là, en fait, comme, enfin, j'allais dire une réunion des alcooliques anonymes, mais j'en sais rien, j'en ai jamais fait, je ne sais pas comment ils sortent de là. Bon bref, il ne faut pas sortir de là juste en ayant vidé votre sac, enfin, en ayant permis à la personne de vider son sac et rester sur une note de négative: «OK, ça m'a fait du bien, j'ai parlé». Non, on se met en action, sinon, sinon finalement l'entretien n'a qu'un demi-intérêt. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'un cas pratique et puis on va du coup pouvoir rebondir sur les questions sur la fin de la présentation là-dessus. Dans le chat, est-ce que certains ont déjà vu la série New Amsterdam? Vous pouvez juste répondre oui ou non par écrit dans le chat. Alors, il y a Susan qui nous dit oui, Elodie non, non, Flavie. Tout le monde ne l'a pas vu en tout cas. OK, très bien. Voilà, ça c'est intéressant. Alors, pour vous refaire un topo, New Amsterdam, c'est une série inspirée de faits réels qui raconte l'histoire du directeur d'hôpital Max Goodwin, qui reprend donc la direction d'un hôpital public qui s'appelle l'hôpital New Amsterdam. Et donc, cette personne arrive dans une situation, l'hôpital vraiment est pas spécialement en très bonne santé. On parle d'un hôpital public, il y a énormément de dysfonctionnements. On parle d'une structure qui a changé 4 fois de directeur en 4 ans, je crois, personne ne reste quasiment. Bon, lui, il arrive, tout le monde se dit: «Allez, il restera pas 1 an comme d'hab». Il est pas très bienvenu et ce mec-là réussit non seulement à transformer l'hôpital, mais à se mettre très rapidement tous les chefs de service dans sa poche, et et à vraiment en fait, impulser quelque chose de très positif avec une phrase extrêmement puissante, qui est une très belle leçon de management, même si on rebondira aussi là-dessus, tout n'est pas bon à retirer, hein, dans le management de Max Goodwin, hein. Mais cette phrase-là est extrêmement puissante et à votre avis, qu'est-ce que c'est que cette phrase qui a vraiment aidé à impulser ce changement et à transformer, profondément la structure de l'entreprise, enfin de l'hôpital du coup, mais bon, ce qui est une entreprise aux États-Unis. Alors, il y a Susan du coup qui vu qu'elle a vu la série, elle nous dit comment puis-je vous aider? Exactement. Comment je peux vous aider? Alors ça, si vous regardez rien que le pilote en fait, hein, on remarque, il arrive dans la structure, il fait son discours d'arrivée, il se présente, bon, il fait un petit choc émotion et il dit cette phrase au tout début: «Comment je peux vous aider?» Gros blanc dans la salle, personne n'est habitué à ça. Qu'est-ce qu'il nous demande? Je comprends pas, personne répond, bon. Il continue un petit peu et puis il redit cette phrase-là: «Comment je peux vous aider?» Et là, ça commence à se débloquer petit à petit. Il commence à y avoir vraiment, des demandes très concrètes et voilà, quelqu'un demande: «Moi, j'aimerais, plus de salle d'attente, je veux pouvoir accueillir directement mes patients parce que sinon ils attendent trop longtemps». OK, très bien, c'est entendu. Quelqu'un dit: «Moi, j'aimerais qu'il y ait de la nourriture saine, à l'hôpital, parce que, la bouffe est dégueulasse». OK, c'est entendu et petit à petit, il commence à recueillir des feedbacks
Et en fait, j'aimerais qu'on s'interroge 2 secondes sur la sémantique de cette phrase parce qu'elle a l'air complètement évidente et peut-être même que vous, vous dites: «Mais je la pose tout le temps». Comment je peux vous aider? C'est pas: «Est-ce que je peux vous aider?» Parce que est-ce que je peux vous aider, moi, alors je sais pas s'il y a, plus d'hommes que de femmes, qui nous regardent, mais moi, comment je peux vous aider? J'ai l'impression de me voir, à la cuisine, en train de préparer la bouffe et de voir mon copain qui pointe sa tête. «Je peux t'aider?» mais en sachant très bien que je vais dire non parce que j'ai pas le temps de réfléchir et que je suis déjà occupée et de c'est une question qu'on pose sans cœur. «Est-ce que je peux vous aider?» C'est une question où on n'est pas du tout convaincu qu'on a vraiment envie d'aider la personne. «Est-ce que je peux vous aider?» Ça sous-entend déjà franchement, je demande ça par politesse. Comment je peux vous aider? C'est impliquant. C'est on demande déjà à la personne d'expliquer factuellement, concrètement, comment est-ce qu'on peut lui apporter une aide et rien qu'en verbalisant ça et ben, on commence déjà à aider la personne parce qu'elle réfléchit sur, ce qui va pas, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, quand on est débordé, qu'on a la tête dans le guidon, il y a des fois, on prend même plus ce temps de réflexion pour savoir ce qui va pas. Alors, quand on est dans un entretien comme on vient de l'expliquer, hein, vraiment on mène un entretien, avec la personne, qui est en souffrance. Le «Comment je peux vous aider?» Ça peut être une des questions qui arrive à la fin, qui aide à se mettre en action aussi. «Comment je peux t'aider, voilà, à mettre ça en place?» En termes de, besoin de soutien, là, vous imaginez même pas la puissance que peut avoir une phrase comme ça, hein, parce que quand on se sent seul, et isolé, c'est extrêmement puissant de voir donc en fait, il y a une personne qui veille sur nous et qui est prête à faire ne serait-ce qu'un tout petit pas. Attention à pas rentrer dans des promesses que vous pouvez pas tenir. Si la personne dit: «Ouais, comment je peux vous aider?» «Beh, moi, tu pourrais m'aider, si, je sais pas, si tu faisais ce truc-là qui est pas possible à faire pour vous». OK, si vous voyez dès le début que la suggestion qu'on vous apporte, c'est pas possible, rentrer dans l'échange, peu importe. Le dialogue est installé à ce niveau-là et expliquer pourquoi éventuellement vous ne pouvez pas faire ça, mais voilà, pourquoi est-ce que ça t'aurait aidé? Est-ce que du coup, je pourrais t'aider, d'une autre manière? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre stratégie, pour essayer de travailler sur, ce nœud-là? Enfin voilà. À ce stade-là, déjà, vous avez une piste intéressante. Bon, en sachant que, si vous avez regardé la série, je ne suis pas en train de dire que Max Goodwin est, un king du management, parce qu'il y a plein de trucs, que je déconseillerais. Il est dans le micromanagement, il s'implique absolument pour tout le monde, jusqu'à des niveaux très, très personnels, pour chacun et il passe sa vie justement à trop dire à tout le monde: «Comment je peux vous aider? Comment je peux vous aider?» C'est devenu la catchphrase en fait de la série. «Comment je peux vous aider?» Et c'est vrai que certes, c'est très puissant, mais si vous le dites trop et que si vous le dites tout le temps, à un moment donné, vous ne ferez plus jamais votre boulot. Tout est une question de curseur, encore une fois. Vraiment, demandez-vous vraiment, si régulièrement, vous êtes là, pour vos managers, pour au moins vous assurer que vous pouvez les aider et de quelle manière, si c'est le cas. Voilà, je vais répondre à toutes les questions au maximum. Je me permets de rebondir justement sur cette belle phrase et sur comment je peux vous aider, si ça peut inspirer certaines personnes de l'audience. Nous, ce qu'on fait en interne chez Maria Schools, on a donc Laurent, tu nous diras aussi, parce que c'était une de mes questions au niveau de la fréquence. Mmh. Nous, on fait une fois par mois, donc en plus des réunions opérationnelles, là, c'est une réunion plus informelle qui s'appelle un monthly, donc c'est une fois par mois le manager avec manager et vice-versa, enfin, toujours quelqu'un au-dessus, donc tout le monde a ses réunions. Mmh. On envoie un petit questionnaire en amont, donc je pourrais vous le partager, mais peut-être je peux partager l'écran si. Non, bon, je vous le partagerai, comme ça, ce sera plus simple. Mais en fait, on envoie un petit questionnaire en amont de ce petit point qui généralement se fait en dehors des locaux, dans un café ou autre, et on pose des questions. Donc, comment tu te sens c'est sur une échelle de 1 à 10. Mmh. Et comment tu te sens en ce moment au travail? Est-ce que tu te sens reconnu dans ton travail? Très bien, En ce moment, est-ce que tu te sens productif? ouais. Est-ce que tu as la sensation d'apprendre de nouvelles choses? Bon, ça, c'est parce que chez nous, c'est très important de toujours apprendre des choses. Mais. Chez beaucoup de personnes, hein, tu peux le reprendre. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que je me sens aidée par mes collègues? Est-ce que mon équilibre vie pro, vie perso me convient? Y a-t-il des choses que je m'étais promis de faire ce mois-ci que je n'ai pas réussi à faire? Ouais. Dans le mois prochain, j'ai envie de me lancer sur ça. Donc voilà, c'est des questions, c'est des exemples de questions qui peuvent permettre de prendre le pouls. Ouais. Nous, on le fait une fois par mois. Est-ce que toi, tu as des recommandations sur la fréquence à laquelle ça devrait être effectué? Alors une fois par mois, je suis impressionnée, je doute qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui le fassent, ça me paraît beaucoup.
En tout cas, aussi poussé. Après, c'est très compliqué là, à ce stade, d'aller te donner une récurrence parce que ça dépend vachement de la taille de l'entreprise. Une fois par mois, si vous êtes combien chez Maria? On est 22. Ouais, bah c'est très bien. Tu vois, sur une structure de 20 personnes, une fois par mois, c'est très bien. Il y a de la proximité, il y a beaucoup d'interactions, tu peux faire des points quand même assez fréquents. Le diagnostic RPS chez une boîte qui a plusieurs centaines de personnes, autant te dire que tu le fais pas tous les mois. C'est pas possible. Et ça, une fois par an. Il y a une fois par an, c'est important. Quelle que soit la taille de la structure, ça c'est vraiment un minimum, ça c'est clair. Après, si votre structure est plus petite, que vous pouvez le faire plus souvent, moi, je trouve ça très bien, ce que vous avez mis en place chez Maria, en sachant que les questions sont des questions, voilà, certaines issues du questionnaire Karasek. Enfin, c'est très professionnel ce que vous faites. C'est une très, très bonne question. Une très bonne idée aussi de demander aux gens de mettre un curseur devant la 10. Souvent, ça donne une idée vachement plus précise et puis ça rend les données plus faciles à analyser. Voilà, si vous êtes sur une structure de taille moyenne, peut-être 50, 100 personnes, 2 fois par an, ça peut être bien. Mais bon, l'essentiel, en fait, c'est surtout de mettre un pied dans votre entreprise, en fait, hein. D'aller vous balader, voir la tête que font les gens. Ça, c'est un peu plus dur en remote, je suis d'accord. Si vous êtes encore en présentiel en grande partie, renseignez-vous, quoi, enfin, baladez-vous dans les couloirs de votre boîte, essayez de voir si les gens rient ou s'ils font une gueule de 3 pieds de long. Il y a quand même des indices, hein. Moi, il y a des fois, même pour avoir un entretien d'embauche, hein, je suis déjà allée dans des entreprises, je me suis dit, franchement, je ne suis pas persuadée d'avoir envie de travailler là, quoi. Ça chuchote, t'as pas le droit de rire, enfin, se poser les bonnes questions aussi sur des indicateurs qui peuvent quand même sembler être évidents parfois, quoi. Voilà. Totalement. Hum. Je ne sais pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'en Oui. avais noté quelques-unes pour toi, Floriane. Moi, je pensais à quelque chose qui était plutôt sur le rôle de l'entreprise. Quand, par exemple, on voit pas mal de boîtes qui te disent, OK, il faut couper, c'est le week-end, il faut que tu coupes, il faut que tu coupes. Mais par exemple, tu reçois, imaginons, un mail je sais pas, le samedi à 14h. Mhm. Est-ce que en fait, on devrait pas mettre en place une politique un peu de pas enfin, faut pas taper sur les doigts, mais de dire en fait, les personnes qui envoient des mails, en fait, il faut programmer tout simplement ces emails. Si jamais, si jamais par exemple il y a un truc qui est urgent, qui ne doit pas attendre, bah, je ne sais pas comment gérer, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des process qui réprimandent un petit peu les actions qui ne Je devraient pas avoir? pense, ouais, ça pourrait se faire dans une charte d'entreprise. Après, le problème aujourd'hui, je pense plus que les mails, c'est tout ce qui est asynchrone, hein. C'est Slack, c'est les chats d'entreprise qui ne s'arrêtent jamais, en fait, hein. Ça ne s'arrête jamais vraiment, hein. Enfin, moi, la première, hein, je suis encore chef de projet. J'ai un Slack qui ne s'arrête jamais de tourner, ni la nuit, ni le week-end. Si tu décides pas, toi, de te mettre des limites, ça peut toujours continuer. Ça dépend beaucoup des structures des boîtes. Après, moi, dans une boîte où tout le monde est salarié, où normalement, en tant qu'employeur, vous avez, je le répète, une obligation légale de résultat sur la santé de vos salariés. C'est une obligation de résultat, pas de moyens. C'est-à-dire, votre responsabilité est engagée quand il y a des burn-out, quand il y a des personnes qui subissent du harcèlement moral, enfin voilà. Donc, oui, je pense que ça peut être une très bonne idée d'interdire carrément, d'être super ferme avec ça et de dire les mails sont interdits le week-end. Ou après telle ou telle heure, enfin en fait voilà. Aborder le droit à la déconnexion, ça après on rentre vraiment dans des choses très très personnelles. Je peux pas te dire il faut ou il faut pas de manière claire, nette et tranchée, parce que là je m'immisce déjà dans ta boîte en me disant ça, tu vois. C'est moi, si c'était ma boîte, voilà, c'est ça que je peux dire. Moi, si c'était ma boîte, je voudrais zéro mail le week-end, zéro mail le soir. J'irais protéger tout le monde de ça parce que les gens qui se protègent d'eux-mêmes, finalement, il y en a de moins en moins parce qu'on vit dans un monde où on ne se protège pas soi-même. Donc, en tant qu'employeur, oui, j'irai me porter garante de la santé de mes salariés jusqu'à interdire les mails le week-end. Et voilà, je formule ça de cette Alors, manière-là. je te Ouais. rassure, je parlais pas de Maria Schools, mais je parlais Ouais, ouais, non, non, de... mais moi, je te parle même pas que à toi, je parle à tout le monde Ouais, ouais. là, hein. Moi, je ne vais pas aller vous dire comment gérer vos boîtes en étant aussi précis sur ce genre de truc, parce que ce serait complètement outrepasser ma position.
Mais voilà, si tu me demandes mon avis, ce que j'en pense personnellement, j'en peux plus. Je sais que j'en peux plus en tant que manager, moi, de recevoir des mails qui tombent tard le vendredi soir ou le week-end, et même si on me dit, ah oui, mais c'est pas urgent, tu peux le traiter plus tard, ben, ça me gonfle. Voilà. Ouais. Ça me gonfle, enfin, c'est posé et franchement, on ne devrait pas recevoir ça parce que ça reste une charge mentale de le voir passer. Tu es sur ton PC, tranquille, tu vois une notif, tu te dis, ah bon, bah, il y a ce truc et bah voilà. Et c'est là. Donc, ça nourrit la charge mentale des salariés, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Je ferai un petit récap également de tout ce qu'on a pu partager. Ça sera disponible sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit Floriane sur son LinkedIn ou nous sur nos réseaux sociaux Maria Schools et toutes nos écoles si ça peut vous intéresser. Et pour finir, une petite phrase qui me plaît particulièrement. Je pense que tous les jours, on devrait se lever le matin en se disant qu'on va au travail en s'amusant, qu'on voit le travail comme un terrain de jeu, qu'on expérimente, qu'on se teste des choses et qu'on y cherche du plaisir. Pour moi, c'est vraiment important de garder ça en tête et d'être dans cette philosophie. Donc voilà, je vous souhaite à tous d'avoir cette phrase en tête le matin et surtout de passer une très belle journée.